Bonsoir, merci pour votre invitation. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Vous êtes nombreux et nombreuses. Et je suis très contente qu'on ait l'occasion de parler comme ça des femmes en 1871 à Paris, dans la Commune, et donc aussi de parler des féminismes, de l'histoire des féminismes, de l'histoire de la Commune. Si ça vous convient, je vais parler un petit temps. Et puis après, on peut plutôt échanger de façon plus informelle et avec des questions. J'aurai pas forcément les réponses à tout, parce que comme vous allez le comprendre, c'est aussi une histoire avec des énigmes et des énigmes à trous et des énigmes sans réponse parfois. Mais si ça vous convient comme ça, je vous fais une présentation et puis après on discute. En venant ici, je me suis demandé ce qui avait changé finalement par rapport à si cette même conférence avait eu lieu il y a 2 ans ou il y a 4 ans. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que l'histoire dont je vais vous parler, qui est l'histoire des femmes dans la Commune de Paris, l'histoire des communardes, mais encore faut-il savoir ce qu'est une communarde, et c'est tout l'objet de la discussion qui doit avoir lieu dans l'histoire, dans la discipline historique, mais aussi dans la mémoire de la Commune de Paris. C'est une histoire qui est paradoxale et qui est une histoire aussi d'une invisibilisation. C'est-à-dire, on peut parler des femmes dans la Commune de Paris, mais il faut aussi parler de ce qui n'a pas eu lieu comme mémoire, comme discours, comme narration, comme récit, comme photo de famille, j'allais dire, c'est-à-dire quelque chose de très incarné. Tout ça, ça n'a pas eu lieu pendant 150 ans. Et si on s'était rencontrés il y a 2 ans, j'aurais commencé par vous dire encore plus ça. On va en parler comme d'une tension, comme d'un processus, comme d'une dynamique contrariée, on va dire. Mais si on s'était rencontrés il y a 2 ans, je vous aurais dit, voilà, c'est une histoire muette, c'est une histoire sourde, c'est une histoire qui n'est pas appropriée, même par les historiens et les historiennes, à quelques exceptions près. Ce qui est étonnant, c'est que du coup, là, on se voit 1 an après le 150e anniversaire de la Commune de Paris, et beaucoup de choses ont changé en réalité. Parce que les femmes de la Commune de Paris, je vais commencer par vous les présenter en vous présentant quelques petits repères sur l'événement. Je pense que ça peut toujours être utile. Donc la Commune de Paris, ça démarre officiellement le 18 mars 1872 sur les hauteurs de Montmartre, quand qu'est-ce que j'ai... Pardon, je reprends. Évidemment, 1871, et ça ne dure que 72 jours, donc ça n'ira jamais en 1872, ça commence très mal. Donc, je reprends. 18 mars 1871, sur les hauteurs de Montmartre, la population se mobilise. Les femmes sont déjà présentes à l'image au moment où elles se mobilisent. La population se mobilise pour empêcher la reprise des canons qui avaient été financés par l'impôt des Parisiens et des Parisiennes. Ça dure 72 jours. Ça se termine fin mai dans ce qu'on a appelé la semaine sanglante. Mais ça, c'est la version... j'allais dire rétrécie, en tout cas courte, d'une temporalité communaliste, saisie vraiment comme son événement le plus étroit, alors qu'en réalité, la commune il y a eu des tentatives de commune dans les mois qui ont précédé, et on voit qu'en fait, il y avait un bain pré-communard qui existait dans Paris et dans certaines villes de province en France. Il faut aussi avoir comme repère en tête que la Commune de Paris arrive après un premier siège, qui est le siège dans la guerre franco-prussienne, qui a aussi renforcé des solidarités à l'échelle de la ville, dans les mondes populaires parisiens. C'est un siège qui a étrillé la capitale d'un point de vue économique. C'est très prosaïque en fait, c'est-à-dire que les Parisiens et les Parisiennes ont faim au moment où la commune se soulève. Et donc cette aspiration à la justice sociale, cette aspiration à défaire le vieux monde, ils appellent ça le vieux monde, ils et elles appellent ça le vieux monde, cette aspiration à ce qu'ils nomment dans leur discours, dans leur production écrite, la dignité et la liberté. Ce qu'ils mettent derrière ça, c'est aussi quelque chose de concret, de tangible, de quotidien, qui intervient après des mois d'humiliation presque triviale à l'échelle de l'ordinaire,
et d'humiliation plus symbolique, plus politique, avec par exemple les troupes de Bismarck qui marchent sur les Champs-Élysées. La Commune de Paris arrive à ce moment-là et assez vite les hommes de moins de 40 ans valides vont être requis pour aller défendre Paris. C'est un deuxième siège. Donc c'est à la fois une révolution, c'est composite la Commune de Paris. C'est une révolution, c'est un siège, c'est une guerre civile, c'est un terrain militaire et c'est un nouveau monde qui s'invente et une administration qui se met en place. C'est tout ça à la fois. Je le dis parce qu'il y a aussi une forme de lieu commun qui circule sur la Commune comme uniquement les barricades. Sur les 72 jours, la Commune de Paris, c'est pas uniquement les barricades. C'est aussi ce Paris nouveau qui est en train de se fabriquer, qui est en train de se métaboliser, qui est en train d'émerger par en bas, mais très vite repris par des élections qui ont lieu le 26 mars. Donc ça veut dire qu'assez vite, la Garde nationale va décider qu'ils vont revitaliser, si vous voulez, une version de la démocratie comme une démocratie représentative. Et on va voir que la question de la présence des femmes dans cet événement, leur reconnaissance, le fait d'être en capacité aujourd'hui de les voir, de les regarder, de les labelliser comme révolutionnaires, comme communards, tout ça est beaucoup lié à qu'est-ce qu'on entend par révolution, qu'est-ce qu'on entend par cette démocratie, ce pouvoir de démocratie directe qui se met en place, mais qui très vite est récupéré par des logiques de démocratie représentative plus que la participation. Moi, ce dont je vais vous parler en vous parlant des femmes dans la Commune de Paris, c'est d'une participation par en bas qui va travailler cet élan révolutionnaire, qui va y contribuer, qui va aussi le refaçonner, parce que la Commune n'est pas tout à fait la même si on intègre les femmes. Il faut aussi avoir en tête comme autre repère que je peux vous donner pour qu'on aille les rencontrer dans les archives ensemble et que je vous y emmène, c'est qu'elles n'ont pas le droit de vote. Alors ici, en Belgique, c'est 48, c'est ça, hein, le droit de vote des femmes. En France, c'est aussi juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais ça fait partie des clichés qui circulent sur la Commune. Il y a encore énormément de sources, des sites internet, mais les médias, je suis journaliste aussi par ailleurs, hein, les médias reproduisent très souvent cette idée fausse que la Commune aurait donné le droit de vote aux femmes, etc. C'est faux, non seulement elles n'ont pas le droit de vote au moment où la Commune démarre, mais elles ne le demandent pas pendant la Commune de Paris, et c'est pas leur sujet. Le suffragisme n'est pas leur sujet. On pourra réfléchir ensemble tout à l'heure à qu'est-ce que ça implique que ce soit pas une révolution à cet endroit-là. Donc voilà ce qu'est la Commune, c'est-à-dire un événement à la fois éphémère et extrêmement filandreux, et qu'il faut approcher dans tous ces filaments, parce que si on se restreint uniquement à un type de filament, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre de quoi on parle quand on parle des communardes. Et puis donc l'histoire des communardes, c'est celle-là, et l'histoire des communardes, c'est aussi cette deuxième histoire comme un volet bis, mais qui est fondamentalement intriquée avec l'autre, qui est celle de leur invisibilisation. Vous citiez en préambule le travail d'Edith Thomas. Donc, Edith Thomas, c'est une historienne, archiviste. C'est très intéressant, du coup, je vous remercie de m'avoir invitée là, parce que ici, dans un lieu comme ça, que je découvre ce soir pour ma venue ici, mais parce que c'est un regard d'archiviste qu'elle a posé, et c'est en archiviste qu'elle s'est attelée à construire cette histoire des femmes dans la Commune. Et donc en 1963, elle fait paraître ce livre qui s'appelle Les Pétroleuses, donc qui a été réédité pour le 150e anniversaire par Gallimard en format de poche, en folio. Je vais vous faire une petite confidence. Quand je suis allée voir, moi j'ai fait un mémoire universitaire sur ce livre, et quand je suis allée voir Gallimard pour leur parler de ce livre, ils en avaient oublié l'existence. Non seulement il était épuisé de très longue date, mais eux-mêmes, dans leur mémoire active d'éditeur, ils ne le référençaient même plus. Ça vous dit long aussi sur l'invisibilisation des femmes de la Commune de Paris dans
dans l'appropriation historique qui a cours en France. Et Edith Thomas, elle aussi, était profondément invisibilisée, alors que le livre avait été reçu avec beaucoup de recensions à l'époque, des recensions savantes, des recensions moins savantes. Edith Thomas, c'est une grande résistante. Je pourrais parler les 45 minutes sur Edith Thomas, donc si vous avez des questions, on en discutera tout à l'heure. Mais je vous en parle d'emblée parce qu'en fait, on ne peut pas aujourd'hui faire l'histoire des femmes dans la commune. On ne peut pas poser la question de qu'est-ce qu'une communarde sans lui être profondément redevable. Au moment où elle publie ce livre, elle a travaillé sur les femmes de 1848. Et pareil, c'est très intéressant de voir qu'il y a un lignage entre ces femmes qui permet d'envisager autrement cet engagement dans l'événement révolutionnaire. Elle travaille sur les femmes de 48 et puis elle s'attelle à l'ouverture des archives au moment où on découvre les dossiers des procès devant les conseils de guerre. Ils sont plusieurs historiens à travailler dessus. Un grand historien d'histoire sociale en France, qui est Jacques Rougerie, qui est mort il y a quelques mois et à qui on doit vraiment une sédimentation du savoir historique sur la Commune de Paris. Il est jeune, il fera un livre quelques mois plus tard qui s'appellera Procès de communards. Je suis peut-être de mauvaise foi, je dirais 3-4 pages, il faudrait que je me replonge dedans, mais il y a 3-4 pages sur les femmes qui s'appellent Les femmes, puis 2-3 pages sur les enfants qui s'appellent Les enfants. Edith Thomas, avec les mêmes sources qu'il découvre dans les caves du ministère des Armes, du ministère de la Guerre, donc de la Défense, essaye d'en tirer un livre et surtout de dilater la question, de dilater l'image de la commune, de réfléchir à qu'est-ce qui travaillait au juste dès lors qu'on se positionne à un autre endroit, qu'on regarde cette scène de la commune depuis, comme de biais, si vous voulez, comme un regard oblique qui nous oblige à reconsidérer ce que c'est cette révolution et qu'est-ce que ça veut dire d'en être. Ça a quelque chose d'étonnant sans doute quand je vous dis que c'est l'histoire d'une invisibilisation et que par exemple ce livre pionnier qui a eu un prix à sa sortie, qui a été vraiment louangé, après disparaît. Quand je dis que l'histoire disparaît, c'est qu'elle-même qui rompt avec le Parti communiste est vraiment très silenciée, mais son objet, les femmes dans la commune, va être lui aussi très 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 assourdi et il n'y aura rien jusqu'à ce que des historiennes américaines s'en saisissent. Donc ça vient des États-Unis et depuis les États-Unis où on sait que les études de genre ont été pionnières par rapport à l'histoire sociale française qui s'écrivait vraiment au masculin. Je suis très émue parce que dans la salle il y a Caroline Echner qui est l'une de ces femmes qui va du coup faire sa thèse, je ne me trompe pas, sur les femmes de la commune. Et je ne veux pas parler pour Caroline, mais en lisant son livre, on voit qu'on ne peut pas travailler sur les femmes de la commune sans ce qu'a fait Edith Thomas, sans cette ouverture de champ, une ouverture du regard et une ouverture très concrète des boîtes d'archives. Quand je disais que c'était un peu bizarre de parler d'invisibilisation, c'est parce que vous aurez beaucoup de facilité à me répondre que c'est quand même étonnant, parce que le seul visage qu'on connaît vraiment pour toute la commune de Paris, hommes, femmes, confondus, peu importe, quand on prend cette séquence de 72 jours, si je vous demande un seul visage, c'est celui d'une femme, c'est bien sûr Louise Michel. C'est aussi étonnant parce que, évidemment, il y a un mot qui est une substance très active dans la mémoire de la Commune de Paris, qui est ce mot de pétroleuse. C'est un mot... il a l'air flatteur aujourd'hui, il est appropriable. Par exemple, les féministes dans le giron du mouvement de libération des femmes dans les années 70 se le sont réappropriés. Il est subversif, il porte une charge un peu sulfureuse, une charge sexuelle aussi, et c'est pas pour rien en réalité, c'est que c'est un stigmate à l'origine. Ce mot-là, il a été forgé dans la langue française au moment de l'événement, il survient dans la presse de Versailles,
Alors pareil, je fais des petits allers-retours avec des repères. Pourquoi on dit la presse de Versailles? C'est parce que Adolphe Thiers est parti à Versailles, le gouvernement, mais l'administration centrale et un certain nombre de mondes dominants de Paris sont partis à Versailles, ont quitté Paris à partir de l'insurrection du 18 mars. Et du coup, la presse versaillaise et la presse, on dit, le mot est équivalent pour dire anticommunarde maintenant, et c'est là que se forge ce mot, qui est un mot, qui est une insulte, qui est une flétrissure, qui sert à disqualifier l'engagement féminin. Et dès lors qu'on va lui donner tout son souffle à ce mot, eh bien, ce qui va disparaître, c'est la communarde. C'est-à-dire, c'est une autre façon de faire la révolution, puisque il va laisser entendre ce terme de pétroleuse que pour être reconnu comme une révolutionnaire de 1871, eh bien, il a fallu agir de façon quand même très, très, très pulsionnelle. On voit bien la part de représentation misogyne qu'il y a derrière aussi, c'est-à-dire que c'est pas du tout du côté de la vie des idées, d'un arrimage intellectuel, politique, théorique, qu'on va se les représenter, mais à un endroit de saccage, de violence, de mettre le feu à Paris. Ça veut pas, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'incendie. Il y a eu des incendies, notamment plus les troupes versaillaises, enfin l'armée officielle est allée reprendre quartier par quartier, arrondissement par arrondissement, plus il y a eu d'incendies. On sait que les communards, et sans doute les communardes, ont mis le feu à Paris. On sait aussi que le pétrole était considéré comme une des armes disponibles, y compris pour les femmes, parce que dans les archives, on a quelques traces d'achat de pétrole, par exemple. Même elle l'envisage dès le début, donc on comprend que ça faisait partie d'un répertoire militant. Mais on sait aussi, et ça c'est moins connu, que l'armée a elle aussi créé des incendies et qu'une partie des incendies n'ont pas été seulement pour dynamiter l'hôtel de ville, par exemple, mais aussi pour abriter le repli des troupes fédérées qui se repliaient en allumant quelques brasiers pour créer un écran de fumée. L'expression écran de fumée est tangible cette fois-ci. Donc, le mot pétroleuse, il circule. Louise Michel, elle s'est installée. Elle a une postérité incroyable. Elle a aussi une longévité à des endroits très, très surprenants. Louise Michel, elle est enterrée à Levallois, qui est la ville des Balkany en France. Donc, c'est une ville de droite. Et il y a même localement un usage de Louise Michel qui est tout à fait fascinant. Il y a un très bon livre que je vous recommande sur l'usage politique de Louise Michel et son appropriation par une chercheuse qui s'appelle Sidonie Verhaeghe. Du coup, on peut se dire, alors, elle a visibilisé les femmes dans la commune. Eh bien, pas vraiment en réalité, parce que ce à quoi on a affaire, du coup, c'est à une forme de mausolée. C'est à l'édification d'une légende, d'une icône, mais d'une icône très spécifique en réalité. Alors, dire spécifique, quand on est historien, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout le monde peut être spécifique d'une manière ou d'une autre, certes. Mais Louise Michel, déjà, elle n'est pas insérée dans tous les réseaux militants, loin s'en faut, ni dans tous les réseaux féminins de la commune, du temps de la Commune de Paris. Elle est assez dans des trajectoires relativement singulières. Elle était institutrice aussi. Et les institutrices ont une place tout à fait importante pendant le moment de la Commune de Paris, mais aussi qui les place à un endroit de reconnaissance institutionnelle qui les distingue par rapport au reste des femmes. Et puis, Louise Michel, elle cultive, en tout cas a posteriori, un discours sur son propre engagement qui est aussi un discours de femme habillée en homme, alors qu'on sait qu'elle n'a pas en fait été habillée en homme pendant toute la séquence, mais c'est ça qu'on retiendra parce que c'est ça qui est subversif, de femmes armées, de femmes qui veulent en découdre, de femmes qui passent les fortifications pour aller au plus près du combat en tant que combattantes. Du coup, ciseler cette mémoire-là à l'aune de Louise Michel, fabriquer ce mausolée-là, eh bien c'est du coup invisibiliser toutes les autres qui ont pu s'engager dans l'événement d'une toute autre manière.
C'est pour ça que j'ai commencé en disant tout a changé avec les 150 ans. C'est-à-dire qu'au moment du 150e anniversaire, on est aussi à un moment où les questions de genre n'ont pas du tout la même place en France qu'auparavant. On est aussi à un moment où, par exemple, les médias raffolent de dizaines de sujets sur les oubliés de l'histoire. Alors c'est d'autant plus intéressant de parler de ça ce soir qu'il y a cette exposition au premier étage sur les femmes invisibilisées. On pourra sans doute en reparler tout à l'heure, faire des ponts. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda, c'est-à-dire toutes ces femmes, par exemple des scientifiques qui ont fait une découverte et qu'on a retenu l'homme au lieu de retenir la femme, etc. Ça, c'est un bain culturel depuis quelques années qui fait que le 150e anniversaire de la Commune arrive à un moment où ce n'est plus possible de raconter cette histoire au masculin. Il y a une demande sociale pour des figures, et autres que Louise Michel. Des figures plus anonymes. Alors, je les appelle mes anonymes paradoxales, parce que ça fait 4 ans que je travaille sur les femmes dans la Commune de Paris, et en fait... ça veut dire quelque chose de dire des anonymes, ça veut dire aussi des femmes moins connues, pas forcément des militantes, pas forcément les 7, 8 figures très connues sur lesquelles certaines recherches comme celle de Caroline vont être très intéressantes, mais qui se distinguent. Moi, ce qui m'intéressait, c'est une histoire par en bas, donc une histoire aussi au ras du sol de ces femmes des mondes populaires, des arrondissements populaires, des quartiers qui vont s'inscrire dans l'événement. Mais j'appelle ça les anonymes paradoxales parce que, en fait, souvent, je n'ai que leur nom. Donc, c'est un peu bizarre de dire qu'elles sont anonymes. C'est-à-dire que j'ai des listes avec uniquement leur nom, souvent leur adresse, un métier, et c'est tout. Et après, c'est très compliqué de remonter leur trajectoire. On ne sait finalement que leur nom, et avec toute une difficulté pour savoir si elles sont saisies sous le nom de leur mari, d'un conjoint, d'un amant, avec tout ce que ça veut dire de vouloir saisir les femmes depuis une histoire sexuelle, bien sûr, ou est-ce qu'elles sont saisies depuis leur nom de naissance, selon leur âge, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Au moment où il y a le 150e anniversaire, au moment où Gallimard accepte la republication d'Édith Thomas, qui était complètement oubliée et elle aussi invisibilisée, tout d'un coup, on les voit, ces femmes dans la Commune. C'est très nouveau, mais on les voit aussi parce qu'on veut bien les regarder. Et ce dont je vous parle là, c'est à la fois une histoire de l'événement, mais aussi une histoire de la façon de raconter l'histoire. C'est que moi, quand j'ai commencé, il y a 4 ans, il y a un grand historien en histoire sociale qui m'a dit très sérieusement, c'était pas de l'humour, il m'a dit, mais en fait, est-ce que avoir été la femme d'un communard suffit à faire de vous une communarde ? J'ai cru que c'était de l'humour, en fait, ça n'en était pas, c'était un moment très gênant. Il faut vous représenter quelque chose, c'est que quand il y a les 100 ans de la Commune, donc en 1972 tout à l'heure, en 1971, donc pile 100 ans après l'événement, il y a 2 colloques, 2 grands colloques qui sont organisés. L'un organisé par Jean Métron, qui est le grand monsieur en histoire sociale, histoire du mouvement ouvrier, et puis un deuxième colloque. Quand on reprend les programmes de ces colloques-là, il n'y a aucune intervention sur... Même pas les questions de genre, c'est complètement anachronique. On ne parle pas de questions de genre à l'époque. Mais il n'y a aucune intervention sur les femmes. Rien. Il ne se passe rien. Ça, c'est lié au fait qu'on a l'impression d'avoir tout dit quand on a parlé de Louise Michel. Et c'est lié aussi à une empreinte durable, tenace, qu'on sent encore en 2018, quand ce monsieur me demande si avoir été la femme d'un communard suffit à faire de vous une communarde, qui est aussi une lecture marxiste. Et le marxisme va pas avoir envie de regarder entre les hommes et les femmes, voire va reconnaître au sens d'identifier, mais aussi au sens de lester symboliquement une certaine façon de faire la révolution qui ne correspond pas à ce qu'on va découvrir en ouvrant les archives, en les réouvrant, en retournant dans les mêmes cartons d'archives pour essayer de se reposer des nouvelles questions sur des vieux fonds d'archives. C'est très difficile de retrouver des nouvelles archives. En revanche, on peut aujourd'hui essayer de s'atteler à une histoire des femmes dans la Commune en renouvelant les questions qu'on se pose et en se demandant en fait qu'est-ce que ça voulait
dire ce qu'elles étaient en train de faire. Peut-être bien la révolution quand même. Alors qu'avant, les mêmes gestes, les mêmes façons de se positionner, un 12 avril, un 4 mai, n'auraient pas été codés en tant qu'aide de la commune. Auraient été codés, le sont encore parfois, il y a une tension, ce dont je vous parle là en fait c'est une forme de tension aussi qui est réelle, c'est-à-dire ça va être codé comme de l'ordinaire. Et donc poser la question des femmes dans la commune de Paris, c'est poser aussi la question de l'ordinaire en révolution. Est-ce qu'il y a un ordinaire révolutionnaire ? Historiquement, on a pensé que la révolution, c'est les idées. La révolution, c'est des faits, notamment guerriers en cas de guerre civile. C'est les barricades, donc les barricadières. Là, elles entrent dans le spectre, si vous voulez. Mais ça ne va pas être tout un tas de gestes qui étaient quelque part dans certaines boîtes d'archives, mais qui n'apparaissaient pas forcément comme être en train de travailler la révolution, d'en dilater les contours, si vous voulez. Ça tient aussi à une deuxième chose. Là, j'ai parlé de l'histoire sociale, mais l'histoire des féminismes, telle qu'elle a été fabriquée, en tout cas en France, pendant plusieurs décennies maintenant, a été une histoire qui est profondément travaillée par la question du suffragisme, par la question du droit de vote. Or, ces femmes, je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à ce qu'on lit parfois, elles ne réclament pas le droit de vote. Elles ne se positionnent même pas à cet endroit-là. La question ne se pose pas. La question va se poser pour certains étrangers, parce que pendant la Commune de Paris, donc quand il y a ces élections, par exemple le 26 mars qui sont organisées, on se fait élire et après c'est validé, si vous voulez. L'élection va être validée. Et Léo Frankel, par exemple, qui est un grand allié de la cause des femmes dans l'événement révolutionnaire, Léo Frankel, il est hongrois. Il est juif aussi. Et il est quand même extérieur au champ politique français au moment où il se fait élire. C'est un internationaliste et il est pro-femme. Ce qui le distingue de tout le courant proudhonien, par exemple, au sein de l'Association internationale des travailleurs. Et Léo Frankel, en fait, ça va être validé. Ils vont dire, OK, il est étranger, il n'est pas éligible normalement, mais c'est bon. Vous voyez, donc on a des traces au journal officiel de ces délibérations-là. Le vote des femmes n'apparaît nulle part. Ce n'est pas une question. De ce fait-là, les historiennes, et quelques historiens, mais surtout les historiennes au début de l'histoire des femmes, Michel Perrault et d'autres, Françoise Thébault, puis en histoire du féminisme, des féminismes, Florence Rochefort, Michel Zancarini-Fournel, qui sont des grandes dames en histoire du genre et en histoire du féminisme. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'histoire du genre. Eh bien, la Commune va toujours passer pour comme une parenthèse dans l'histoire longue du féminisme. Parce que, par exemple, décidément les dates, en 1849, Jeanne de Rouen, je ne sais pas si tout le monde est familier avec qui est Jeanne de Rouen, sa trace c'est aussi effritée dans notre mémoire contemporaine. Jeanne de Rouen, elle avait essayé de poser sa candidature à l'élection présidentielle. Elle est bien au courant, Jeanne de Rouen, que quand elle fait ça, que le suffrage universel qui sort de 1848 est un suffrage faussement universel qui est masculin. C'est une démocratie au masculin que les 48ards vont installer. Et elle fait la stratégie de la tension, en fait, en essayant de pousser comme ça par des gestes. Elle publie des journaux. Elle guerroie par écrit, par tribune et par médias interposés avec Proudhon, qui est un misogyne féroce. Mais dans cette misogynie, il ne décide pas d'être misogyne. La question, c'est la place des femmes dans l'espace public. Le droit au travail, le droit de vote, il y est hostile. Il est très important dans l'histoire sociale française et dans l'histoire du mouvement ouvrier Proudhon. Il va marquer cette empreinte-là. Et donc en 1949, 22 ans avant la Commune de Paris, il y a des grands gestes comme ça de suffragisme qui sont allés loin. Jeanne de Rouen, elle a été arrêtée, il y a des procès. Et puis après la Commune, il y a une autre grande figure de la cause du droit de vote des femmes qui s'appelle Hubertine Auclair, par exemple.
Hubertine Auclair, quand elle va décider de remobiliser autour de la commune, du droit de vote, elle va se tourner vers Jeanne de Rouen. Donc elle va retourner, on est en 1880, elle va retourner en arrière. La commune, vous voyez, c'est comme une exclusion dans cette histoire longue des féminismes. Et du coup, c'est une énigme. Qu'est-ce qu'elles ont fait alors, ces femmes? Est-ce qu'elles en étaient? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas vouloir les regarder? Qu'est-ce que ça veut dire du coup de la révolution, de cette révolution qu'on a voulu installer? Qu'est-ce que c'est que cette émancipation qui était en train de se façonner, de se construire, de s'édifier? Pour les voir et pour se poser toutes ces questions sur ce que ça veut dire être révolutionnaire en 1871, ça suppose quand même des archives. Alors j'ai dit tout ce qu'on devait, aujourd'hui encore, aux inventaires d'Edith Thomas. Il n'y a pas rien, mais il nous manque énormément de choses quand même pour pouvoir réellement raconter cette histoire-là. Il faut quand même vous dire qu'en France, il n'y a pas de thèse de doctorat sur les femmes dans la Commune de Paris. Ça n'existe pas. Donc, quand on voit la trace mémorielle très très vivante de la Commune, c'est très étonnant. On a cru longtemps qu'on n'avait pas assez d'archives pour raconter ça. Pas assez d'archives pour savoir ce qu'était une communarde. On a cru aussi que parce qu'on savait ou on croyait savoir ce qu'était une pétroleuse, ça suffisait. Du coup, on a figé les femmes de la Commune de Paris dans une vision, j'allais dire virile, c'est-à-dire une vision très armée, très militaire, une vision aussi très pulsionnelle, mais une image qui ne correspond pas en réalité avec toute la durée de l'événement. J'ai dit tout à l'heure, c'est un événement très éphémère, mais c'est aussi c'est 72 jours quand même. Et en fait, quand on se représente la Commune comme un espace de barricade, on a l'impression que la capitale est hérissée de barricades partout. Ça, c'est à la fin. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces femmes-là, entre le 18 mars et la mi-avril, par exemple? Parce que les combats, ils ne sont pas dans Paris à ce moment-là. Ils sont très à distance de Paris. Il y a une zone intermédiaire, il y a les fortifications, il y a des combats à Neuilly. C'est quand même relatif. On est un peu loin de Paris, là, du coup, c'est un peu hégémonique comme récit ce que je fais, mais j'essaye de vous expliquer qu'en fait, c'est un saut très important pour d'aller là-bas. Dans Paris, il y a autre chose. Il y a la révolution en train de se faire, cette fameuse révolution politique, cette fameuse table rase de c'est quoi un nouveau monde, c'est quoi un espoir de dignité, c'est quoi la justice. Et ben c'est là qu'elles vont être les femmes en fait. Il y a des ambulancières, il y a des cantinières qui vont passer les fortifications, se rapprocher de la ligne de front, ça existe. Mais elles étaient combien en réalité ? Au quotidien, Paris continue à vivre. Il faut bien avoir en tête que les cafés, les restaurants, ils fonctionnent très tard dans la séquence de la Commune de Paris. Il y a des spectacles. On va au parc pendant la Commune de Paris. Donc ce n'est pas le champ de bataille qu'on se représente parfois quand on imagine en réalité la semaine sanglante. Il n'y a pas des morts à tous les coins de rue en permanence pendant les 72 jours, loin de là. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit de ces femmes-là ? Qu'est-ce qu'elles font dans Paris à ce moment-là ? Eh bien, principalement, ce qu'on voit quand on observe les archives, c'est qu'elles travaillent. Alors, ça a un inconvénient scientifique, archivistique important, c'est que du coup, il y a beaucoup d'archives qui ont été perdues, mal conservées ou détruites. Ça paraît complètement fou, mais on a, par exemple, les archivistes ont gardé, c'est pour ça que je disais que ça a d'autant plus de sens de parler de ça ici, les archivistes ont gardé, par exemple, les non-lieux, les dossiers des non-lieux devant les conseils de guerre, qui sont donc les juridictions d'exception qui vont juger les communards et les communardes. On a conservé les dossiers des non-lieux pour les hommes, on les a détruits pour les femmes. Ça dit quelque chose de la manière dont on se représentait ce qu'elles faisaient. Ça dit aussi quelque chose de la manière dont on a labellisé, ou plutôt dont on n'a pas labellisé ce qu'elle faisait comme étant partie prenante de la Révolution. Je parlais de l'ordinaire. L'ordinaire, il est moins excitant. L'ordinaire, il est à bas bruit. Et l'ordinaire, du coup, il n'apparaît pas de prime abord comme un
insurrectionnelle. C'est pas seulement une insurrection, la Commune. Et donc, ces femmes-là, les traces qu'il nous en reste, on les saisit principalement en tant qu'elles sont travailleuses, ouvrières, en train de réorganiser le travail. Leur conquête, leur tremblement des rapports de genre, des frontières de genre, c'est-à-dire comment les rôles dans la société sont dispatchés entre les hommes et les femmes, ce tremblement principal, il va avoir lieu là. Pas sur le droit de vote, pas sur l'égalité de salaire, comme on lit parfois. C'est faux, ça. Il y a une égalité de salaire qui est votée, qui est décrétée à un moment de la Commune. Elle concerne uniquement les instituteurs et les institutrices. C'est pour ça que je disais qu'elles ont une place à part. Mais elles avaient déjà une place à part en amont de l'événement. On sait bien qu'elles sont pionnières dans l'espace de la cause des femmes, les institutrices, avant la Commune et après aussi d'ailleurs. En revanche, les femmes du peuple, les ouvrières, ne vont pas conquérir l'égalité de salaire. Elles, leur champ de bataille à elles, c'est le droit au travail. Il ne faut pas confondre le droit au travail et le droit du travail, ça n'a rien à voir. Quand on parle de droit au travail, c'est un motif au sens d'une façon de revendiquer qui est considérable au XIXe siècle. C'est vraiment quelque chose de très important dans l'histoire des femmes et dans l'histoire des féminismes. Le droit au travail, c'est ce qui va leur être dénié, notamment par Proudhon, mais par plein de penseurs du socialisme, à un moment où l'étau de la loi, la répression s'est distendue. Il y a un peu plus de place pour les associations ouvrières. Bientôt, il y aura les syndicats. On voit qu'il y a quand même un bain militant qui se restructure dans les années qui précèdent la Commune. Et bien, dans ce bain militant-là, par exemple, à l'Association internationale des travailleurs, le droit au travail des femmes est très clivant. Il y a quelques personnalités, comme Eugène Varlin, comme Léo Frankel, que je citais tout à l'heure, comme Benoît Malon, qui est aussi un communard très important parmi les alliés des femmes dans la séquence. Eux, ils y sont déjà favorables avant la Commune. Ils vont aider les femmes ils ne vont pas les aider à s'organiser, ils vont leur donner les moyens pour qu'elles puissent affirmer le droit de s'organiser pour conquérir ce droit au travail. Ils ne vont pas faire à leur place, mais dans un échiquier communard qui est vraiment très divisé sur la question des femmes dans la société, ça va être important. Et du coup, on voit que, étant au travail, étant aussi affairé aux soins, la principale structure de la Commune de Paris, on ne dit pas une association, on dit une union. C'est l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. C'est pareil, si on projette notre regard aujourd'hui, on se dit défense de Paris, le champ de bataille, la barricade, et c'est vrai, les premiers textes de cette union, ça va être l'arsenal, elles vont parler des armes, elles vont parler du pétrole, elles vont parler de la nécessité de se mobiliser. Au début, elles ne disent pas les soins aux blessés. Puis on voit dans les archives, on sait pas, on a très peu, on a des petites traces, des filaments comme ça, des indices. On voit que tout d'un coup, l'expression « et les soins aux blessés » s'installe. Parce qu'en fait, c'est ça qui ne marche pas à Paris. Au journal officiel de la Commune, à la mi-avril, on voit que les élus sont préoccupés d'abord par ça. Ils disent on a des problèmes de chirurgiens. Il n'y a personne pour les soins. Donc les ambulancières, petit à petit, se saisissent informellement au début de cette question du soin pour les blessés, pour réorganiser aussi les fédérés et les troupes pour pouvoir qu'ils retournent au combat. C'est un interstice, en fait, les soins aux blessés. C'est, a priori, complètement contre-intuitif quand on se dit une histoire féministe de la Commune de Paris. Et qu'est-ce qu'elles font en gros, elles font à manger et elles soignent les blessés. En fait, c'est des compétences domestiques. C'est des savoir-faire acquis aussi au sein du foyer, repérés comme féminins. On n'est pas du tout en train de faire une table rase des assignations de genre, pour parler avec un énorme anachronisme avec les mots d'aujourd'hui. Néanmoins, c'est là qu'elles vont se mettre, beaucoup plus que la question militaire, la défense de Paris entendue comme
faire le coup de poing et avoir un fusil chasse-peau à la main comme les représentations de caricatures dans la presse nous les représentent. Ça, en fait, c'est la fin de la Commune de Paris. C'est la semaine sanglante, c'est les barricades de femmes. Tout ça, ça a existé. Mais avant ça, il y a 2 mois, où il y a l'invention d'une autre façon d'être une femme en révolution. Une autre façon de conquérir un droit qui est en fait un droit fondamentalement à l'autonomie. Et pas du tout... par exemple, elle utilise, quand moi j'ai fait une analyse de leur discours, par exemple, le terme égalité apparaît ici ou là sous la plume d'Elisabeth Dmitrieff, qui est donc une des leaders fondatrices de l'Union des femmes. C'est une grande communarde, elle a à peine 20 ans, c'est aussi l'envoyée de Karl Marx avec qui elle va correspondre parfois pendant la Commune de Paris. On a quelques lettres qui restent, qu'elle envoie à des proches de Marx à Londres. Elle était auprès de Marx à Londres avant d'arriver dans la Commune de Paris. Elle arrive à Paris, la Commune a déjà commencé, donc on comprend qu'en fait elle est venue faire quelque chose pendant l'événement. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? C'est ça qu'on doit se poser aujourd'hui quand on rouvre les cartons. Eh ben, elle, ce qu'elle est venue, c'est pas monter sur une barricade à la fin de la Commune. Elle avait un agenda politique pour, pareil, parler avec des anachronismes. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. L'autre cofondatrice de cette structure, qui est la plus grosse structure de toute la Commune de Paris, hommes et femmes confondus, donc l'Union des femmes, elle s'appelle Nathalie Lemel. Contrairement à Dmitrieff, qui était russe et qui n'avait pas 20 ans, elle est beaucoup plus âgée. Elle est très connue du milieu parisien. Elle est bretonne. C'est une relieuse, Lemel. Mais déjà, quand elle avait une librairie reliure à Quimper, elle était déjà surveillée par la police pour lire les mauvais journaux, pour des activités militantes un peu à bas bruit, mais quand même, elle avait été repérée. Elle arrive à Paris en 1861. Elle a 3 enfants. Elle se sépare de son mari. Et très vite, avec Eugène Varlin, avec lui, mais vraiment c'est un duo, ils vont créer un certain nombre d'initiatives, des coopératives d'alimentation, une très grosse coopérative de restauration qui s'appelle La Marmite, qui est en fait pas juste un endroit où on vient se nourrir, mais un endroit où on vient apprendre à se mobiliser. Tout ça, c'est avant la Commune de Paris. Mais qu'est-ce qu'elle va apporter, Nathalie Lemel, en rejoignant l'Union des femmes? Elle va apporter une connaissance du monde ouvrier, une connaissance des milieux populaires. Elle va apporter des alliances aussi avec certains communards qui vont du coup permettre aux femmes d'avoir des moyens, d'avoir des locaux dans les mairies d'arrondissement. Les femmes vont se réunir dans les mairies d'arrondissement. Ça dit quelque chose de la manière dont elles sont considérées. On va prendre en charge à l'Imprimerie nationale leurs frais d'affichage. C'est très important ça parce qu'en 1871, c'est comme ça qu'on fait connaître même les réunions. Ou les mots d'ordre, c'est comme ça qu'on soulève Paris, c'est par l'affichage. Et donc Nathalie Lemel, elle va irriguer les femmes de la Commune de Paris de cette possibilité de s'organiser. 6 ans avant, elle a gagné une des premières grandes grèves du moment où le droit de grève commence. Alors, il n'est pas encore reconnu, mais les grèves ne sont plus interdites. Il y a un espace un peu interstitiel comme ça. Avec Varlin, ils vont faire la grève pour obtenir l'égalité de salaire pour les relieuses. Ça dit quelque chose de l'endroit où elle se positionnait avant la Commune. Eh bien, ça va être ça pour elle, faire la révolution. Ça va être installer ces femmes dans des réseaux militants, créer des réseaux militants. Et qu'est-ce qu'on a quand on ouvre les archives? On a des listes de femmes. Et des listes par métier et par arrondissement. Parce que l'Union des femmes, elle avait comme ça c'est un maillage très vertical avec un comité central, une commission exécutive et puis des comités d'arrondissement. Et à l'échelle de ces comités d'arrondissement, on propose aux femmes de venir s'inscrire. S'inscrire pour quoi? S'inscrire pour travailler. Et s'inscrire pour faire la révolution. Et pour la défense de Paris. Tout ça, c'est congruent, ça va ensemble, ça tient ensemble. Et c'est par exemple les femmes de l'Union des femmes, les chefs de file, l'état-major de l'Union des femmes, qui vont proposer ça comme possibilité aux femmes de 1871 à Paris. C'est très intéressant cette trace-là parce que précisément, a priori, on se dit qu'on est très loin. On a juste des listes de femmes qui vont s'inscrire, qui vont dire « je suis brocheuse, je suis frangeuse ». Je suis doreuse, il y a 5 fleuristes, il n'y a pas de relieuse. Il y en a une dans le 16e arrondissement. Il n'y a pas de relieuse. Or, je viens de raconter que justement, les relieuses,
Elles sont très organisées. Déjà, elles travaillent en atelier. Elles sont, aujourd'hui, on dirait syndiquées. Les syndicats n'existent pas, mais elles sont structurées. Et elles ont eu des victoires, des conquêtes. Elles savent faire de la politique. Elles sont repérées comme des actrices politiques. Elles ne sont pas là. Alors, on n'est pas à l'abri que les archives se soient perdues. Quand on travaille en histoire de la Commune et quand on travaille en histoire des femmes pendant la Commune de Paris, on n'a aucune idée de ce que représente l'échantillon qu'on a sous les yeux par rapport à ce qu'a pu exister comme production de documents. On ne sait pas si il nous manque les 3/4, donc je ne peux pas dire qu'il n'y a jamais eu de liste de relieuses, par exemple. On ne peut pas l'affirmer avec certitude. Néanmoins, j'ai des listes pour une 30aine de métiers qui sont que des métiers qui se pratiquaient à domicile, avec des femmes qui étaient dépendantes de ce qu'on appelait les bureaux de placement, qui étaient donc des intermédiaires, des profiteurs, elles disent dans leur prose, c'est-à-dire qui prenaient un pourcentage sur leur salaire pour pouvoir leur permettre de travailler. Et elles travaillaient essentiellement à la tâche, depuis le foyer, chez elles, et sans organisation. Donc, j'essaie de vous expliquer ce qu'on se dit dans ces cas-là. On se dit, c'est quoi l'énigme ? En fait, c'est qu'est-ce qu'ils étaient en train de leur proposer à ces femmes-là ? Je l'ai dit, on a l'air d'être assez loin de la barricade. En fait, ils leur proposent de tenir tout ça ensemble. Ils leur disent, venez vous mobiliser pour Paris, pour la cause, pour la commune, pour le nouveau monde, et inscrivez-vous au travail. Et au travail, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont créer des ateliers. Ça n'aura presque pas lieu en réalité, puisque la commune est un moment éphémère, donc on parle beaucoup de futurs non advenus, on parle de projection, on ne parle pas réellement de ce qui a eu lieu pendant des semaines ou des mois. Mais c'est ça qu'elles avaient en tête, c'est de défendre le droit au travail des femmes en s'étant installées dans l'écosystème communaliste depuis le soin aux blessés, les cantinières, la nourriture, des compétences très féminines, du coup beaucoup plus conformes du point de vue de l'ordre social, beaucoup moins inquiétantes pour une grosse partie de l'état-major communard qui n'était pas acquis à la liberté des femmes et à leur autonomie. Et une fois qu'elles étaient là, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont négocié ce qu'elles avaient en fait avant en tête. Là, j'ai l'air de leur prêter des stratégies extrêmement explicites. C'est beaucoup plus filandreux, on fait des hypothèses, mais on peut quand même affirmer ça. C'est qu'en réalité, c'est ça qu'elles sont venues faire et que l'événement Commune de Paris leur a aussi permis de déployer ça, cet agenda politique-là, cet agenda féministe-là. Mais ça aussi, c'est une révolution en réalité. Le fait de se passer de bureaux de placement, qui du coup sont interdits dans la deuxième partie du mois d'avril, la commune décrète que les bureaux de placement sont interdits. Le fait de reconnaître qu'il y a des marchés publics pour les femmes, donc de négocier un tarif pour une vareuse, un pantalon. Pareil, là, l'événement les sert. Il y a besoin d'uniformes puisqu'il y a une nouvelle armée qui se crée. Hop, elles sont couturières, elles sont lingères, elles travaillent dans l'aiguille. Elles vont négocier de pouvoir s'approprier ces marchés publics-là. Avant, c'était beaucoup les congrégations religieuses qui faisaient ce genre de travaux pour un prix inférieur. Il y a un dumping social, si vous voulez, avant la Commune de Paris, entre les femmes isolées, éclatées, chacune chez soi, qui est dépendante du travail à la tâche, et des congrégations ou les prisons qui produisent du travail à bas prix. Donc, dans la Commune, elles vont s'installer comme ça, en actrices de leur propre autonomie. Elles vont coproduire la commune à échelle de femmes et à échelle populaire. En faisant ça, en fait, c'est une autre forme de citoyenneté qu'elles vont investir. Elles-mêmes, elles s'appellent citoyennes. J'ai commencé par dire qu'elles n'ont pas le droit de vote. Donc, officiellement, elles ne sont pas citoyennes. Quand on découvre, quand on est complètement néophyte et qu'on ouvre pour la première fois les archives de la commune, le mot, il clignote partout. Elles se nomment en permanence citoyennes et parfois les hommes les nomment citoyennes aussi. Là, c'est beaucoup moins ségrégué du point de vue de ce signifiant-là. Elles vont aussi s'approprier une logique de la pétition qui date de 1789, par exemple. On voit bien qu'elles réinvestissent comme ça tout un tas d'endroits de la citoyenneté qui n'est pas une citoyenneté
de la loi normative, si vous voulez. Ce n'est pas un statut légal, ce dont elle parle. En revanche, c'est une façon d'être citoyenne dans Paris pendant quelques semaines. Et ça, c'est ça la Commune de Paris au féminin beaucoup. Le féminin révolutionnaire qui va se déployer, qui va être travaillé aussi intellectuellement par de grandes figures. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'André Léo. André Léo, c'est une intellectuelle très importante dans la Commune de Paris. Elle travaille pour plusieurs journaux, mais elle tient notamment un journal qui s'appelle La Sociale. André Léo, elle va, j'allais dire polir, mais c'est plus que ça. Elle va dilater l'horizon politique, intellectuel, revendicatif de la commune. Elle va le co-construire avec les hommes de la commune en réclamant des choses. Elle va polémiquer aussi par journaux interposés pour dire « Attention, vous êtes en train de faire une révolution sans les femmes ». C'est le titre d'un de ses articles, « La révolution sans les femmes ». Elle va confronter un certain nombre de grands communards pour repousser les frontières de ce que ça veut dire participer à la commune, de ce que ça veut dire en être. Et ce faisant, elle et d'autres, Nathalie Lemel, Dmitriev et quantité d'anonymes pour lesquels on sait très peu de choses, mais dont on sait quand même qu'elles en étaient, elles vont comme ça dilater, réinventer une autre forme de citoyenneté. Et à la fin de la Commune de Paris, avant la Semaine sanglante, ce qu'on voit qui se produisait, c'est que non seulement elles avaient acquis par ce pouvoir masculin communaliste le droit de travailler, de s'organiser pour travailler, le droit de récupérer des locaux vacants. Vous savez, on parle beaucoup de l'expropriation pendant la Commune de Paris. Ça fait partie des lieux communs aussi. En réalité, ils exproprient personne, ils se saisissent, ils autorisent juste le fait de se saisir avec la police, pas soi-même, chacun va se servir chez le voisin qui est parti, des locaux vacants, qui ont été laissés vacants par les gens qui ont pris la fuite. Ces lieux-là, ces ateliers qu'on évoque souvent comme une expropriation, en fait, c'est aux femmes qui sont destinés. Pour créer ces ateliers-là, pour les mettre au travail collectivement, et on sait que les ateliers de production, c'est à la fois une autonomie au sens de la pensée socialiste, c'est aussi un héritage de 1848, mais c'est aussi une autonomie d'actrice, au sens où c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de, on dit, socialisation politique, c'est un lieu où on va lire les journaux à voix haute, par exemple. C'est un lieu où on va se réunir le soir. On travaille la journée, on se réunit le soir. C'était déjà chez Jacques Rancière, et on voit que c'est ce qu'il identifiait pour 48, et on voit que c'est la même chose en 1871. On a une lettre de Dmitriev où elle dit qu'elle est crevée parce qu'elle a une bronchite, et que la journée, elle travaille, et le soir, elle parle, qu'elle doit parler tous les soirs. C'est la vie des clubs aussi. Très important, les clubs sous la Commune de Paris. Il y a des clubs féminins, exclusivement féminins. Il y a quantité de clubs mixtes. Il y a aussi quelques clubs qui leur sont interdits, bien sûr. C'est dans ces interstices-là qu'une façon d'être communarde va se déployer, en fait. Bien avant, j'allais dire bien plus, c'est faux. C'est pas bien plus que barricadière, c'est bien avant les barricades. Il y a autre chose avant, en fait. Il y a un temps politique, profondément politique, citoyen mais pas civique, qui se déplie sous forme de plein d'initiatives qui sont reconnues petit à petit. Et quand on remet comme un puzzle ce qu'elles sont en train de faire, on comprend qu'en fait, les chefs de file négocient des choses avec la Commune de Paris. Je parlais des locaux, je parlais des marchés publics. Mais au quotidien, elles arrachent des espaces d'autonomie, en fait. Et c'est dans ces espaces d'autonomie-là qu'il y a une citoyenneté féminine qui s'invente, au point qu'à la fin, ce qui était prévu, qui n'aura pas lieu parce que c'est le moment où l'armée rentre dans Paris et les affrontements prennent le dessus, et là, être communarde, c'est venir défendre les barricades, venir défendre le quartier, continuer éventuellement à nourrir et à soigner, mais aussi prendre les armes. Mais avant ça, ce qu'elles étaient sur le point de faire, c'était organiser des élections professionnelles. C'est intéressant. C'est là qu'elles se mettent, en fait. C'est là qu'elles se placent. C'est cette citoyenneté-là qui est en fait un embryon de ce qu'on a aujourd'hui comme citoyenneté dite industrielle. C'est cette participation-là,
cette reconnaissance-là qu'elles ont obtenue, puisqu'on placarde des affiches officielles qui disent « Venez vous inscrire pour être élu ». On voit aussi que c'est une trace de 1848, parce qu'en 1848, il y a une femme, par exemple, qui s'appelait Désirée Gay, qui avait été élue au Parlement des ouvriers. Donc, ce n'est pas inédit dans l'histoire, mais c'est très important de voir que c'est ça qui se reconfigure au bénéfice de la commune. Que la commune, du coup, devient une opportunité pour rebâtir et élargir cette façon d'être citoyenne, cette façon d'être une actrice politique, via la reconnaissance de l'initiative, via la reconnaissance de l'autonomie. C'est d'abord ça, un ethos communaliste, c'est-à-dire une façon de faire, de vivre, d'avoir des valeurs communardes, un bain. Il est d'abord à cet endroit-là, bien plus que la pétroleuse. La pétroleuse, c'est un stigmate qui sert à masquer ça. C'est-à-dire c'est un stigmate qui travaille le réel, qui travaille la réalité historique, qui vient l'enfermer, l'encapsuler dans une figure subversive, certes, mais qui du coup disqualifie quantité d'autres façons d'avoir été révolutionnaire en 1871, qui la rétrécit sous couvert j'allais dire, d'une image qui clignote, quoi. C'est une image excessive, c'est une image fausse, en partie fausse. Il y a eu des incendies, mais est-ce qu'ils ont été plus féminins que masculins? C'est pas sûr du tout. Ce qui a été plus féminin, par exemple, c'est le fait de faire ce qu'on appelle la chasse aux réfractaires. La chasse aux réfractaires, c'est les hommes qui ne voulaient pas aller combattre alors qu'ils étaient requis. Ça, c'est féminin. On a quantité de traces où on arrive à démontrer que c'était un rôle féminin reconnu et qu'elles se sont appropriées. C'est intéressant parce que c'est à nouveau l'ordre moral, une façon d'être communarde à un endroit des valeurs. Voilà. Je ne sais pas si ça vous donne j'espère que ça vous donne une bonne vision de ce qu'a pu être le fait d'être une femme en 1871 engagée dans l'événement. Je ne me suis pas trompée cette fois.